plateau et le débat se poursuit. Vous êtes bien sur le réseau synchronisé de l'ensemble des médias audiovisuels du pays, la RTG et l'ensemble des radios et télévisions privées du pays au sein donc de l'URTERGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, au compte de cette synergie initiée par le CNT, le Conseil national de transition, pour le compte de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Le débat a commencé bien entendu avec le président de l'institution, Dr Dansa Kourouma. Avec lui, on est revenu sur les objectifs, le déroulement et les résultats attendus de la campagne de vulgarisation. Ensuite, on a reçu l'honorable Mohamed Ali Thiam, qui est le président de la commission Constitution, loi organique, administration publique et organisation judiciaire. Avec lui, nous avons abordé toutes les innovations qui se trouvent au sein de l'avant-projet de cette nouvelle constitution. Et puis, tout à l'heure, on était avec l'ancien député, l'honorable Boubacar Sidig Diallo, ancien membre du CNT également, et également un universitaire en la personne du docteur Michel Jeannette Torno. Il est le chef du département droit public de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Avec le second, on a abordé avec lui son opinion globale justement sur l'avant-projet de cette nouvelle constitution. Avec le premier, on a parlé de la candidature indépendante, des pétitions, mais également l'organe de gestion des élections dans notre pays. Avec donc notre cinquième invité ici en plateau, l'honorable Sorel Keita. Il est le président de la commission Affaires étrangères. Avec lui, nous parlerons tout à l'heure des droits économiques et socio-culturels, notamment la santé, l'éducation et d'autres secteurs. Honorable Sorel Keita, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté vous aussi notre invitation. Alors, première question, Abdallah Baldé qui vient de nous rejoindre, qui prend donc la place de Daouda Tabansila. Abdallah, première question pour notre invité concernant justement cette thématique particulière qu'est les droits économiques et socio-culturels. Bien, honorable, la Constitution est une composante. Je pense que dans quelques articles, vous avez essayé d'expliquer la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rappeler au peuple de Guinée comment comptez-vous parvenir à cela dans les tests? D'abord, je vais rappeler que la Constitution est plus qu'une composante. D'ailleurs, j'en profite pour faire un clin d'œil au débat précédent qui était très intéressant. Mais il y avait un petit souci, c'est que notre frère et ami, l'honorable Diallo, à un moment donné, il a dit que la Constitution, ce n'était pas un enjeu majeur. Et puis, il a ajouté aussi que les lois organiques permettaient la dilution de la Constitution. Et donc, c'est juste un petit lapsus, je pense. J'ai échangé avec lui hors micro et hors caméra. Mais pour nous, la Constitution, c'est un enjeu majeur. C'est quelque chose de très important. C'est tellement important que vous en entendez parler depuis des mois et des mois. Parce qu'on a pris le temps de bien faire. Parce qu'on a consulté tout le monde. Parce qu'on a fait participer les populations à la base. Qui, évidemment, qui pour nous, sont très, très importantes puisque nous sommes les représentants du peuple. Un représentant du peuple sans le peuple, il n'est rien. Le travail du représentant du peuple qui n'est pas conforme à ce que veut le peuple, ça ne sert à rien. Donc pour nous, cette démarche-là, c'est une démarche qui est très, très, très importante. Je tenais vraiment à dire ça en premier lieu et à dire aussi que certes, les lois organiques sont importantes, que les autres lois sont importantes, mais ces lois-là ont vocation à préciser, à compléter, à consolider l'esprit, le souffle qui va être lancé par cette Constitution. Donc la base pour nous, c'est la Constitution. Et c'est pour cela que, comme vous le savez, nous allons nous déployer, d'ailleurs ça a commencé, sur l'ensemble du territoire national, pour justement retourner vers nos mandants, vers ceux pour qui nous sommes là, et leur demander ce qu'ils pensent de ce que nous avons fait. Est-ce que nous avons été fidèles à ce qu'ils nous ont dit il y a déjà 2 ans? Est-ce que nous avons commis des omissions? Est-ce que le texte peut être enrichi? C'est le sens de cette campagne de vulgarisation. Évidemment, pour répondre directement à votre question, au cœur de cette constitution-là, il y a les droits de manière générale, les droits et les libertés. Et en l'occurrence, les droits économiques et sociaux. Et les droits économiques et sociaux, c'est l'essentiel des droits que les populations nous ont demandé de garantir. C'est le droit à l'éducation,
c'est le droit à la santé, c'est le droit au bien-être, c'est le droit aussi à un travail décent, à un logement décent. Et si vous regardez cette constitution-là, vous avez plusieurs articles qui proclament l'importance, mais vraiment majeure, de ces droits-là. C'est d'abord, dans le préambule, on fait un clin d'œil à la nécessité de solidarité et d'unité, de cohésion dans notre pays. On me fait signe d'interrompre, il y a quelques soucis techniques. On va revenir très rapidement dès que ces soucis sont dissipés. Allez-y. Le 29 juillet 2024, le Conseil national de la transition a marqué une étape clé dans le processus de transition en présentant l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Ce document est le fruit d'une démarche inclusive soutenue tout au long du processus d'élaboration par un dialogue ouvert et constant avec toutes les composantes de la nation. Les constitutions guinéennes successives ont engendré par leur présidentialisme renforcé à l'excès, époque après époque, de nouvelles formes d'instabilité politique et de dysfonctionnement des institutions ou organes de l'État, auxquels il faut remédier en substituant au présidentialisme hégémonique pratiqué en République de Guinée un authentique régime présidentiel répondant aux spécificités de la vie politique guinéenne, marquant un progrès par rapport à la situation antérieure et garantissant la paix civile, la juste répartition des pouvoirs et le respect des valeurs qui nous rassemblent et qui nous ressemblent. Dans ce contexte, l'objectif de la réforme constitutionnelle est à la fois d'assurer la pérennité des dites institutions et de revaloriser les fonctions de la représentation parlementaire tout en assurant un meilleur équilibre des pouvoirs séparés. Conformément aux objectifs de la rectification institutionnelle prônée par le chef de l'État et répondant aux aspirations du peuple de Guinée, l'avant-projet introduit plusieurs innovations visant à corriger certaines insuffisances du passé. Cette approche constitue un élément fondamental pour transformer les institutions et résoudre les défis sociopolitiques. Cette constitution nous ressemble et ça nous rassemblera, dans la mesure où il y a des choses dedans qui sont des nouveautés et qui constituent ici des choses qui sont inaliénables à l'homme et à la société guinéenne, bien sûr. Donc, de tout le processus démocratique guinéen, tout le processus politique guinéen, nous avons vu que vraiment, c'est des choses qui peuvent vraiment nous permettre de nous débarrasser de ce qui n'est pas favorable à la vie en société, à la vie en commun. Et je me dis qu'il n'y a pas meilleure manière de préparer la relève et surtout sécuriser la constitution qui devait participer les jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis parce que nous sommes au cœur de cette élaboration. Et rassurez-vous qu'on va certainement vulgariser et surtout protéger cette constitution parce que le contenu prend en compte nos besoins et préoccupations et surtout ça nous protège en tant que jeunes. La rédaction de ce texte est le résultat des efforts soutenus des conseillers nationaux sous la direction du docteur Dansa Kourouma. L'objectif principal étant de répondre aux attentes des citoyens tout en remplissant la mission du CNT définie par la charte de la transition, élaborer et soumettre au référendum un projet de nouvelle constitution. On leur donne l'opportunité de participer à la construction, à la co-construction d'un avant-projet de constitution. Sinon, la charte dit que c'est les membres du CNT qui écriront la nouvelle constitution. On s'est dégagé de notre parti de prérogatives pour permettre à tous les acteurs de participer à ce travail. Nous ne l'avons pas fait parce que nous n'avons pas confiance à notre travail. Nous l'avons fait parce qu'un texte constitutionnel qui doit régir le pays dans plusieurs décennies doit avoir l'adhésion. Depuis sa phase d'élaboration jusqu'à sa phase d'approbation et de vulgarisation. À la suite de cette présentation, un dialogue institutionnel a été initié pour exposer le texte et en recueillir les contributions auprès de divers groupes d'acteurs nationaux. Ce dialogue inclut le gouvernement, le CNRD, les diplomates, les représentants du secteur privé, les centrales syndicales, les sages et leaders religieux, les délégations spéciales, les médias, le monde académique ainsi que d'anciens premiers ministres. C'est une très bonne chose parce que cela va faciliter d'abord la compréhension en amont, ainsi faciliter l'acceptabilité plus tard. Parce que lorsque les gens sont associés et que les gens ont compris
ce qu'il y a dedans, eh bien, c'est facile en ce moment d'abord, nous, en tant que journalistes, de le vulgariser parce que nous-mêmes, nous aurons compris, mais en même temps, cela va faciliter aussi la compréhension aux populations. Avant qu'on ne commence le travail, on avait une impression de ce que le CNT a fait. Pour nous, c'était une constitution taillée sur mesure, c'était une constitution, c'est des termes qu'on venait nous imposer. Mais nous avons été surpris que rien de cela n'a été. D'abord, le sérieux qu'ils ont mis pour l'élaboration de ce document. On a vu qu'il y a beaucoup d'innovations. Les conseillers nationaux procèdent également à des échanges approfondis avec les représentants des organisations de la société civile guinéenne, des organisations socio-professionnelles et des acteurs politiques en examinant minutieusement chaque article de cette loi fondamentale. Les participants saluent unanimement l'approche inclusive du Conseil national de la transition, soulignant la démarche participative et l'intégration effective des aspirations des principales entités en Guinée. Et nous allons classer, c'est-à-dire le débat en deux paquets. Il y aura un paquet de points d'accord, un paquet de points de désaccord. Si toutefois les points de désaccord dans les commentaires des panélistes du CNT, ils arrivent à nous convaincre, peut-être on n'aura pas le paquet de désaccord, on n'aura que des paquets d'accords. Les acteurs politiques, y compris ceux en dehors de Conakry, reconnaissent également l'engagement du CNT en faveur de la participation citoyenne, ce qui démontre le sens de responsabilité dans la refondation de la Guinée pour un avenir pacifique et prospère. Je crois qu'on nous a embarqués dans la dynamique du dialogue depuis le début de ces travaux, tout le monde le sait. Et dans la salle, aujourd'hui, le décor a été planté, les débats ont juste commencé. Je pense qu'on est toujours dans cette dynamique et j'apprécie les choses jusqu'à ce niveau. Lors des débats constructifs et ouverts, Dr Dansa Kourouma, entouré de conseillers nationaux, a répondu aux préoccupations soulevées par les acteurs politiques, clarifiant ainsi le contenu du document et éclairant les responsables politiques sur son intention et ses implications. Nous trouvons les consultations très efficaces. Il y a beaucoup de bonnes contributions qui sont faites. Mais les gens gagnent beaucoup plus parce qu'ils comprennent la Constitution. In fine, on veut avoir une Constitution qui est comprise et acceptée par l'ensemble des composants de la vie de la nation. Vous savez, mettez les meilleures idées dans une Constitution. Si le peuple ne comprend pas son esprit et sa lettre, et que les juges n'aient pas le courage et l'indépendance d'appliquer ces dispositions de la Constitution, et que la société civile et les partis politiques se battent pour le respect de son esprit et de sa lettre, ce n'est pas une constitution. Donc une constitution, ce n'est pas des phrases juste à poser, c'est un esprit, c'est des valeurs, c'est une histoire, c'est un contexte. Et ce sont des obligations et des engagements. Il faut que chacun s'associe à prendre ça en compte. Avant le déploiement des conseillers nationaux à l'intérieur du pays, une formation en technique de vulgarisation et d'animation de l'avant-projet a été organisée. Y ont pris part non seulement les conseillers nationaux et les agents de l'administration parlementaire, mais aussi les représentants des sages et coordinations régionales, les leaders religieux, les syndicalistes et les membres du Conseil national des jeunes. L'objectif était de leur transmettre l'esprit et le contenu du texte avec un accent particulier sur les principales innovations. Donc, on nous a appelés pour pouvoir nous donner le guide, la force et la compréhension pour pouvoir communiquer avec la population à la base. Puisque au moment où je vous parle, il y en a beaucoup ici qui savent déjà, qui ont déjà lu ces textes, je vous le dis avec certitude en connaissance de cause. Mais pour une perspective collective et globale, nous avons estimé que tout le monde puisse avoir comme ça un échange avec le rapporteur de la Commission Constitution. À l'issue de ces rencontres, les participants ont été équipés pour mener efficacement la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. La transparence et l'inclusivité du processus sont des priorités pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et comme pour dire que nous nous dirigeons vers une constitution qui nous ressemble et nous rassemble.
Mesdames et messieurs, toutes nos excuses par rapport à cette interruption, indépendamment de notre volonté. Nous allons donc reprendre le débat avec toujours le même invité. Il s'agit de l'honorable Sorel Keita. Il est le président de la Commission Affaires étrangères au niveau du CNT, Conseil national de transition. Avec lui, le débat va essentiellement porter sur les droits économiques et socio-culturels. On était même avec Abdallah Baldé. Question donc pour l'invité, puisque la pédagogie également, c'est la répétition. Allez-y. Oui, la répétition. On parle d'éducation et de la gratuité que vous avez mentionné dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Oui, oui, tout à fait. Donc j'étais en train de dire qu'effectivement, nous l'avons mentionné dans diverses parties de cette constitution, parce que pour nous, l'éducation, la santé, le droit au travail, le droit à un logement décent, ce qu'on appelle de manière générale les droits économiques et sociaux, pour nous, c'est quelque chose de très important, parce que lors de nos consultations populaires, les populations nous ont régulièrement fait part de leurs préoccupations par rapport à l'éducation et à la santé. Et c'est pour cette raison, parce que nous sommes redevables de ces populations, que nous avons intégré dans le préambule et dans les principes fondamentaux, notamment de l'article 6, cette priorisation de l'éducation, de la santé et de la sécurité. Et évidemment, quand on dit sécurité, on pense aussi à la sécurité sociale. Donc, on est vraiment en plein dans ce qu'on appelle les droits économiques et sociaux. Et vous avez donc un article qui est pour nous un des plus importants articles de cette Constitution, qui est l'article 21, qui dit clairement que l'État garantit le droit à l'éducation et à la formation. On parle aussi de la formation, parce que souvent on dit éducation et on oublie qu'il y a la formation professionnelle, on oublie l'éducation civique. Donc nous, dans cet article-là, nous parlons également de l'éducation civique qui est important à tous âges. Et évidemment, nous parlons de l'importance de rendre cette éducation notamment obligatoire pour les enfants de moins de 16 ans, mais aussi, et je sais que bon, les différents clips, les différents débats ont aussi porté là-dessus, parce que c'est une vraie innovation, la possibilité que l'enseignement soit gratuit, à la fois à l'université et aussi au niveau de l'enseignement professionnel et technique. C'est que désormais, comme vous le savez, on a la possibilité d'avoir un financement de l'État pour faire des masters ou des études doctorales. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui est aussi important, c'est la garantie que l'État donne aux étudiants de pouvoir faire un stage. Parce que quand vous avez fait de bonnes études, vous avez besoin parfois souvent même, de faire des stages pour qualifier davantage ce que vous avez appris. Et on sait que dans tous les pays du monde, pas que dans notre pays, l'accès au stage est assez difficile. Eh bien, notre Constitution oblige l'État à participer à cette recherche de stage pour les étudiants. Et on pourrait aussi citer d'autres avancées par rapport à cela. Mais je voudrais rappeler une chose qu'on oublie souvent, parce qu'on a tendance à nous dire « oui, mais tout ça, ça existait dans les anciennes constitutions ». Ce n'est pas vrai. On a des constitutions qui étaient bonnes, hein, la constitution de 2010, même celle de 2020, même si on ne sait pas de quelle constitution il s'agit, puisqu'il y en a plusieurs versions, mais la constitution de 2010, elle parle que de l'enseignement. Et en plus, l'enseignement est intégré dans un article un peu fourre-tout, où on parle d'unité nationale, où on parle d'autre chose que l'éducation et la formation professionnelle. Donc nous sommes vraiment fiers d'avoir pris en compte ce que les populations nous ont demandé lorsque nous sommes allés à leur rencontre, et d'avoir sanctifié, le mot c'est vraiment ça, d'avoir sanctifié le droit à l'éducation. Parce que nous disons aussi dans cette constitution-là que l'État doit accorder les moyens qu'il faut. Parce que vous savez, ce n'est pas tout de proclamer des droits, il faut les rendre effectifs. Il faut permettre leur mise en œuvre. Et leur mise en œuvre, c'est des questions budgétaires aussi. Et ça, si vous regardez bien notre constitution, l'avant-projet, on va dire, de constitution, vous avez aussi la même chose pour le droit à la santé. C'est l'article 22. L'article 22 dit « Le droit à la santé doit être garanti par l'État ». Et l'article 22 souligne le caractère prioritaire de ce droit à la santé, de l'accès à la santé pour tous. Et donc, on refait en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une cohérence dans notre Constitution. C'est un peu un rappel
des principes fondamentaux qui eux-mêmes avaient proclamé le fait que la santé était prioritaire désormais. Donc l'article 22 précise un peu plus ce que l'article 6 appelle le caractère prioritaire de la santé. C'est que désormais, l'État doit garantir ce qu'on appelle la couverture santé universelle. Donc permettre aux gens qui n'ont pas les moyens, aux plus modestes, donc la part la plus importante de notre population, hélas, donc permettre à ces gens-là de pouvoir se faire soigner. Et ça, c'est les préoccupations majeures des populations à la base. C'est vraiment l'essentiel de ce que ces populations nous ont demandé et je dirais même nous ont réclamé. Et nous en avons tenu compte et c'est pour cela que vous avez une centralité de ces droits-là, qu'on appelle les droits économiques et sociaux, le droit à l'éducation et à la formation, le droit à la santé, le droit au travail aussi. Les autres constitutions parlent du droit au travail, mais nous, on va un peu plus loin, parce qu'on parle de droit de grève qui doit être garanti, on parle de l'égalité des droits qui doivent être garantis aussi, on parle aussi de l'absence de discrimination, et on a aussi un autre droit économique et social qui est important pour nous, c'est le droit à un logement décent et l'absence de discrimination dans l'accès au logement. Parce qu'on sait qu'on a un certain nombre de gens, soit parce qu'ils ont une religion différente de la religion majoritaire dans notre pays, soit parce qu'ils viennent d'une région différente de celle du propriétaire de logement, peuvent se voir opposer des refus alors qu'ils répondent aux critères classiques de quelqu'un qui cherche un logement. Donc ça, nous avons aussi précisé cela. Donc cette constitution-là, c'est pour ça que je le rappelais, ce n'est pas un simple enjeu, c'est un enjeu majeur. C'est vraiment un enjeu majeur, c'est une vitrine des réalités de notre pays, à la base, pas qu'à Conakry, mais vraiment dans la dernière sous-préfecture, dans le dernier district de notre pays. Oui, allez-y. Si je peux rebondir. Allez, vous avez parlé de possibilités et dans vos explications, j'ai cru comprendre que vous parlez de gratuité à partir de l'école professionnelle et de l'université, en tout cas le cycle pré-universitaire, c'est ça? Non, si j'ai bien compris. L'enseignement, déjà, à la base, est gratuit, mais ça existe dans les autres constitutions. Jusqu'à 16 ans, l'accès à l'école, évidemment, c'est gratuit. Alors, cette gratuité, elle existait. La principale innovation par rapport à nous, c'est que cette gratuité-là s'étend aux études universitaires, notamment après la licence. Parce que jusqu'à la licence, vous avez encore cette gratuité. Mais aujourd'hui, faire un master en Guinée, c'est entre 15 et 20 millions, peut-être même plus dans certaines écoles. Et les jeunes qui sont issus des familles modestes n'ont pas les moyens. Et donc, c'est pour cette raison que vous allez voir peu de gens en Guinée qui ont le niveau master. La plupart des jeunes, ils arrêtent à la licence. Mais ce n'est pas parce que ça ne les intéresse pas. Ils sont passionnés par leurs études. Ils sont même brillants. Mais comme ils viennent de familles pauvres, eh bien, ils sont obligés d'arrêter. Nous, on met fin à cela avec cette nouvelle constitution. Oui, allez-y, madame, d'abord, si vous la permettez. santé, d'accord, l'éducation, mais aussi l'économie. Comment est-ce que cette constitution garantit la redistribution économique au niveau des populations? Quel mécanisme vous avez mis en place? Bon, vous savez qu'il y a une loi sur le contenu local qui permet de favoriser les entreprises guinéennes, l'implication des Guinéens dans le développement économique et social de notre pays. On aurait pu se contenter de cela. Eh bien non, nous avons dans les principes fondamentaux de cette constitution-là l'importance pour l'État, la nécessité, l'exigence pour l'État de favoriser le contenu local. Donc de favoriser l'implication des forces vives économiques et sociales de notre pays au processus de développement. Donc ça, c'est une des réponses que nous apportons à votre question, et qui est une question qui est partagée par de nombreuses personnes, bien entendu. C'est comment on redistribue de manière la plus large possible. Et bien évidemment, on redistribue en permettant aux gens d'avoir accès aux droits. Donc cette redistribution, elle n'est pas que théorique, elle se formalise à l'intérieur de cette constitution qui assure la promotion de l'égalité et de tout ce qu'on vient de dire. Tout ce qu'on vient de dire, c'est, vous savez, faire en sorte que le budget de l'éducation nationale, que le budget de la santé soit garanti par l'État. Ben, c'est la meilleure forme de redistribution qu'on pourrait avoir parce que ça concerne 80% de notre population. Aujourd'hui, on a l'impression que l'accès à des soins, c'est quelque chose d'élitiste. Ça ne devrait pas être élitiste. Ça devrait être quelque chose de banal parce que ça se fait dans la plupart des pays normaux.
Oui, alors, deux questions pour M. Keita. La première question, c'est que vous avez parlé de l'éducation. L'éducation pour tous, on est d'accord, c'est beau, c'est bien de le dire. Alors, mais quels sont les mécanismes comment est-ce que... c'est beau décrit. Justement, la matérialisation sur exactement sur le terrain. Ouais. Comment est-ce que l'avant-projet de la Constitution, ou disons, la nouvelle Constitution, si elle est adoptée, comment est-ce qu'elle va s'y prendre pour permettre justement aux citoyens lambda d'avoir accès à l'éducation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel a été l'apport de la diaspora dans la rédaction de l'avant-projet de la Constitution? Je réponds d'abord à votre première question. Donc, comment on fait pour que tout cela soit concret, soit effectif, D'abord, on commence par l'intégrer dans la Constitution. D'abord, c'est la première chose à faire, parce que vous avez un certain nombre de droits qui n'étaient pas dans notre Constitution. Donc, la différence avec avant, c'est qu'on a intégré des droits nouveaux. La deuxième chose, c'est qu'on a précisé. Vous avez des constitutions qui citent, c'est sur une ligne ou deux lignes, qui parlent de certains droits sur une ou deux lignes. Nous avons explicité déjà dans la Constitution. La troisième chose, c'est qu'évidemment, il y a des lois organiques qui vont arriver, qui vont repréciser tout cela, qui vont dire, 26, voilà, il faut que l'étudiant qui doit bénéficier de la gratuité de son master doit avoir 15 de moyenne. Bon, peut-être 15, c'est peut-être trop, on peut dire 12, 13. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Et tout cela, ça va être enrichi par nos différentes consultations et par l'implication des personnes expertes ou pas au processus d'élaboration de cette Constitution, mais dans sa globalité. On va dire d'élaboration du bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire la Constitution, mais aussi les lois organiques. Et c'est ces lois-là qui vont repréciser tout cela. Mais ce qui compte au départ, c'est que la Constitution déjà le proclame. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais que pour nous, ce n'est pas un enjeu mineur, cette Constitution-là. C'est un enjeu fondamental, parce que c'est la carte d'identité de l'État guinéen. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Et donc, si dans votre loi fondamentale, déjà, vous n'avez pas l'inscription de ces droits, comment voulez-vous pouvoir en parler dans les autres lois qui sont moins importantes que cette loi fondamentale? Donc, pour nous, ça, c'est très important. Par ailleurs, il n'y a pas de cloisonnement ou de décloisonnement entre les droits. En réalité, les droits de l'homme sont liés. Il y a une interdépendance entre ces droits de l'homme. Vous avez parlé du droit de pétition que la Constitution permet. Ça existait dans la Constitution précédente. Sauf que là, pareil, rien n'était précis. Nous disons que clairement, à partir du moment où cette pétition s'exerce, le Parlement est obligé de prendre en compte ce que les citoyens ont décidé. Donc les citoyens, on leur donne les moyens aussi d'être les gardiens de ces droits que nous leur attribuons. Donc vous voyez, ça c'est des garanties. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une élite qui décide tout dans un coin d'une pièce sombre, c'est l'ensemble des populations guinéennes. Et c'est à cet égard que ce que nous faisons là est très important, parce que ça permet de toucher l'ensemble des populations guinéennes. Et deuxième question sur la diaspora, évidemment, la diaspora, elle a pris toute sa part. Nous avons, nous, au CNT, contribué à la mise en place de ce qu'on appelle les conseils des Guinéens de l'étranger. Ça existe dans plus d'une cinquantaine de pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la diaspora à l'étranger est organisée autour d'une structure qui rassemble les Guinéens de l'étranger, qu'on appelle les conseils des Guinéens de l'étranger. Vous entièrement dans le travail qui est en train d'être fait, absolument, au-delà de votre présence. Absolument, absolument. Vous n'êtes pas déconnecté Pas du tout, parce que comme vous le savez, je pense que le président l'a dit ce matin. Je confirme même, parce que j'ai écouté ça avec une oreille attentive. Nous avons été, vous le savez, pour l'avant-projet, nous avons été aussi à l'étranger, notamment en France, où on a eu, il l'a dit, je répète, mais j'étais présent, donc je peux confirmer ce qu'il a dit. Plus de 7 heures de débat. Il a dit 7 heures de débat, mais en réalité, on a eu plus de 7 heures de débat. Pourquoi? Parce qu'à la fin des débats, il y a eu des débats dans les couloirs. Vous avez compris? Donc, les gens étaient intéressés. Ils étaient vraiment passionnés par cela, mais parce que ça concerne les Guinéens de l'étranger. Et ce n'est pas parce qu'on vient à l'étranger qu'on en est moins Guinéen. Au contraire même, je dirais. Quand vous êtes éloigné de votre pays, votre passion elle est plus forte. Vous êtes attentif. La RTG et les autres médias, vous êtes regardés, mais de façon
très très importante à l'étranger. Oui, parce que le c'est traitement le des lien. Guinéens à l'étranger, par exemple, lorsqu'ils rencontrent des difficultés auprès de la diplomatie guinéenne, et ça c'est un cas. L'autre cas, c'est l'obtention, par exemple, des documents officiels. On a vu que la plupart d'entre eux, ceux qui sont à l'étranger, en souffrent beaucoup. Est-ce que ces dispositions sont prises en compte dans l'avant-projet de la Constitution? Ce n'est pas pris en compte dans le détail, mais c'est pris en compte et dans l'esprit, et au-delà de l'esprit, c'est pris en compte dans une volonté d'implication des Guinéens de l'étranger. Comment? Je m'explique. Vous avez dans les principes fondamentaux, ça fait partie des bases de cette Constitution. C'est les fameux principes dans lesquels vous avez la sacralité de la vie humaine. On disait tout à l'heure la priorité donnée à l'éducation, à la santé et à la sécurité. Et on dit, donc je rajoute, dans les principes fondamentaux, il y a la promotion de la participation des Guinéens de l'étranger au développement de la nation. C'est une première. Que la Constitution, dès ses principes fondamentaux, proclame le fait que nos frères et nos sœurs qui sont à l'étranger, vous êtes des Guinéens à part entière. Et vous avez votre place dans le processus de développement de notre pays. Deuxième chose, il y a un article, l'article 29. Donc vous voyez, vous avez les principes fondamentaux, et puis vous avez un article qui lui est encore plus explicite. Il dit « l'État doit garantir la représentation politique parlementaire ». C'est-à-dire qu'il y aura un quota pour les Guinéens de l'étranger, pour défendre eux-mêmes sur le terrain. Pas les Guinéens de l'intérieur, on aurait pu le faire, puisqu'il n'y a pas, c'est vraiment des gens un peu spéciaux qui créent la confusion ou la division. Les Guinéens, c'est un seul peuple, hein, quel que soit là où vous vous trouvez. Mais on a quand même mis cela dans la Constitution. C'est l'article 29, vous pouvez vérifier. Les Guinéens de l'étranger ont toute leur place dans le processus de développement de notre pays et l'État doit garantir cela à travers une représentation politique, donc parlementaire. C'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais vécu à l'étranger, si ce n'est pas quels sont les problèmes des Guinéens de l'étranger qui s'en occupera, c'est vous-même qui venez. Après, c'est la loi organique qui va nous expliquer comment on organise l'élection par rapport à ce quota-là, quel type de quota. Et ça, c'est des choses très, très importantes parce que tout le monde sait qu'on a dans notre pays des milliers, voire des centaines de milliers de familles qui vivent grâce à leurs frères et sœurs, leurs enfants qui vivent à l'étranger. Grâce à la diaspora. Grâce à la diaspora. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation, que c'est une obligation pour l'État de garantir l'éducation, en tout cas jusqu'à 16 ans. Le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation. Mais l'autre point qu'on n'a pas entendu jusqu'ici, ce sont ces parents qui n'envoient pas aussi leurs enfants à l'école. Tout à fait. Et Dieu seul sait, dans certains villages, ces enfants représentent une force pour les travaux champêtres. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour que, d'un côté, c'est une obligation pour l'État d'assurer, de l'autre, c'est une autre obligation pour le parent d'envoyer son enfant à l'école, faute de quoi? Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Absolument. Merci de cette question parce que c'est important. Parce que comme disait notre frère, on peut très bien dire l'État garantit le droit. Si les parents cachent l'enfant ou empêchent les enfants d'aller, ça pose problème. Eh bien, aujourd'hui, la Constitution prévoit cela. Parce que la Constitution prévoit l'accès obligatoire et le maintien. Et la Constitution, dans l'article sur les devoirs, nous avons une partie qui parle des droits, mais on a aussi une partie dans cette Constitution qui parle des devoirs. Et dans les devoirs, c'est pour les familles, les parents, le devoir de protéger l'enfant et de veiller à son éducation. C'est inscrit dans la Constitution. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un enfant, un parent par exemple à Siguiri qui pense que c'est mieux que son fils aille dans les mines là, chercher de l'or plutôt que d'aller à l'école, ou qui quitte l'école, parce que malheureusement, bon, j'ai dit Siguiri, je ne veux pas stigmatiser Siguiri, ça se passe dans d'autres préfectures. Ce que vous dites, c'est de la réalité. Ouais, voilà. Dans mon village, par exemple, on retient certains enfants pour aider aux travaux champêtres. Voilà, c'est ça. Et ça, aujourd'hui, on a la possibilité de sanctionner ces parents-là. Donc, il faut vraiment que les parents qui nous écoutent le sachent. Vous n'avez plus la possibilité de faire ce que vous voulez de vos enfants. Vos enfants, ce n'est pas simplement votre bien à vous, c'est le bien de la nation. C'est la société tout entière. Un enfant de Guinée, eh bien, il est important d'abord pour la Guinée, avant de l'être pour ses parents. Alors, du point de côté santé, c'est vrai, vous en parlez, mais on sait que c'est toujours une question qui se pose régulièrement quand vous partez dans nos différentes sous-préfectures, voire même les préfectures. C'est très compliqué. Même ici à Conakry,
les évacuations coûtent excessivement cher à l'État. Est-ce que c'est bon d'écrire dans un document que la santé elle est obligatoire si cela n'est pas accompagné par des moyens pour que des infrastructures sanitaires dignes de nom et équipées soient réalisées? On est d'accord. Les droits ont beau être formidables tant que vous ne permettez pas leur exercice, ce qu'on appelle leur effectivité, ça ne sert à rien. Leur accessibilité. Donc, leur accessibilité aussi. Donc nous, là, nous allons évidemment, au-delà de cette proclamation-là, à travers et les lois organiques et les lois, permettre l'effectivité. Déjà, le fait de proclamer la couverture santé universelle, c'est une première. La couverture santé universelle, ça veut dire que quels que soient vos moyens limités, vous avez accès à la santé. Maintenant, les lois organiques vont repréciser tout cela. Et n'oubliez pas, je l'ai dit, il y a un lien entre les différents droits. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait la possibilité pour les citoyens eux-mêmes de se défendre en saisissant les tribunaux, mais surtout en posant au niveau de droits de pétition l'obligation, en imposant à l'Assemblée nationale de poser un problème, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que le citoyen, il est à la fois détenteur de certains droits, mais gardien aussi de l'exercice de ces droits-là. Et ça va être précisé par les lois organiques au-delà de ce que nous dit la Constitution. Votre mot de la fin, M. Keïta? Mon mot de la fin, c'est que c'est mon mot du début. Allez-y. La Constitution, c'est quelque chose de très important. C'est un enjeu important. Un enjeu majeur. Ouais, mais cet enjeu-là a besoin de l'inclusivité, de la participation de tous. Parce que sans ce que les citoyens demandent, ce que les citoyens vivent, ce que les citoyens désirent, la Constitution est quelque chose de totalement insignifiant. Et c'est pour cette raison que nous lançons cette grande campagne de vulgarisation de cet avant-projet de Constitution dans un souci de redevabilité et dans un souci d'humilité. Nous ne savons pas tout. Nous ne sommes pas tout. Vous êtes tout, vous savez beaucoup plus que nous parce que vous vivez des réalités diverses à l'échelle d'un territoire qui est immense. Et nous allons aller dans tous les coins et recoins de ce territoire pour vous entendre, pour savoir ce que vous pensez de ce que vous nous avez demandé et pour nous enrichir de ce que vous pensez et de votre sagesse. Honorable Sourel Keïta, merci à vous aussi d'être passé sur ce plateau dédié à la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle Constitution au compte de la synergie qui regroupe l'ensemble des radios et télévisions de l'État, mais également celles qui sont au sein de l'URTERGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Et merci encore une fois d'être passé. Et tout à l'heure, après une pause, on va partir avec l'honorable Mori Douno, l'honorable Fanta Conté, qui sont tous deux secrétaires parlementaires, mais également Elhadj Mamadou Sanoussi Ba, qui est conseiller spécial chargé des questions religieuses du président du CNT, Dr Dansa Kourma. Et ils vont être reçus par Seydou Keïta. Ça va être la version langue nationale de cette synergie. Et puis derrière le service langue, nous allons revenir avec Abouakar Kamara, qui est le directeur de cabinet du président du CNT, Fodeta Silla, qui est son conseiller politique, mais également Dr Abdoulaye Silla, qui est enseignant-chercheur et avocat au barreau de Guinée. Mesdames et messieurs, donc, nous allons partir en pause. On se reprendra, nous, après, bien entendu, le passage de Seydou Keïta et ses invités. Cette fois-ci, ça va être en langue. Merci donc à vous, Abdallah Baldé. Merci également à Madame Diallo, Mariam Kamara, Daouda Tabansila et Ndoye Cheikh Sadibou. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de cette émission spéciale synchronisation, j'allais dire radio nationale, télévision nationale, mais également l'ensemble des radios et télévisions privées du pays. À tout à l'heure donc. La Constitution garantit aux anciens présidents ainsi qu'à leurs conjoints une vie digne et respectable après leur mandat. Il est formellement interdit de réviser la Constitution pendant 30 ans à compter de son adoption par référendum.
tout citoyen a désormais le droit de saisir directement la Cour constitutionnelle pour faire valoir ses droits. Une garantie d'opérationnalisation effective de la Haute Cour, désormais transformée en Cour spéciale de la justice, est assurée. La Commission nationale pour le développement est une institution indépendante et qualifiée chargée d'assurer un développement équilibré par une répartition équitable des ressources nationales, projets et programmes. La présente constitution consacre la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme, faisant du civisme une priorité de l'État. L'apologie du terrorisme, de la haine et de l'ethnocentrisme ou du régionalisme, ainsi que la compromission des intérêts nationaux dans les contrats miniers sont désormais considérés comme des actes constitutifs de haute trahison. L'élection des 2/3 des députés directement par les citoyens à la base constitue un gage de légitimité et de redevabilité de la représentation nationale.